Nous allons étudier le Daf Kav Vav dans Masechet Gitin et nous reprenons à la fin de la première ligne du Daf Kav Vav. Amarle, Ben le Rabbi Yehuda, Ben le Resh Lakish, Loshna. Et ici, on va rappeler ce que la Gemara est en train de dire. On avait posé une question au sujet d'un homme qui donnait un guet à sa femme, qui demandait à un sophère d'écrire un guet et qui disait: je veux que le guet soit pour l'une de mes deux femmes qui ont le même nom. Donc on écrit le nom directement maintenant. Mais je veux que ne soit déterminée la femme qui sera divorcée qu'en fonction de quelque chose de futur. La première qui sortira de la maison, par exemple, sera celle qui sera divorcée. Est-ce que l'on dit que le futur va pouvoir déterminer, a posteriori de manière rétroactive, la kavana de l'homme au moment où il a dit l'ishma? Et on avait répondu, ou tenté de répondre, et après objecté, c'est la discussion qu'il y avait dans la Gemara, avec des cas où à chaque fois, la kavana, l'intention première, était déterminée plus tard, non pas par une action étrangère, mais par une décision personnel, comme le cas du vin, comme le cas de plein d'autres cas qu'on avait cités, le cas de justement personnel où ça dépendait. Donc du coup, la Gemara s'étonnait, comment on peut poser une question sur quelque chose qui est lié à quelque chose d'extérieur et répondre avec notre Mishnah, où c'était lui qui disait, voilà, j'écris un guet, et ce sera pour la femme que je déciderai de divorcer plus tard. Et la Gemara avait prouvé en plus que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon étaient les deux d'accord que dans certains cas, il n'y avait pas de brera. C'était le fameux cas avec le vin, quelqu'un qui a acheté du vin, il veut pas prélever tout de suite, il boit, et ce qui restera, eh bien, sera choisi comme étant les prélèvements qu'il aurait dû faire au départ. Rabbi Meir dit que ça marche, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, entre autres, disent que ça ne marche pas. Donc on a dit qu'ils pensent qu'il n'y a pas de brera. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire un choix plus tard rétroactif? Parce que c'est lui qui le fait plus tard. Et comme il le fait plus tard, à partir du moment où il le fait plus tard, ça prouve que jusqu'à présent, il n'avait pas décidé. Et donc, comme on voit par ailleurs que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent que dans d'autres cas, ils ont l'air de dire que oui, il y a brera, on peut choisir. Et là-bas, comme par hasard, c'est des cas où ça dépend de d'autres personnes, de quelque chose d'extérieur, comme la mort, dans le cas du guet, ainsi de suite. On avait dit donc c'est la preuve que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon font cette distinction. La Gemara réfute. Alors, non, Ben Rabbi Yehuda, Ben Rabbi Shimon, que ce Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Loshna Tolevedat Asmo, ve Loshna Tolevedat Achim, ça dépend, ça ne change rien. Le fait que la décision future, l'action future soit dépendante de lui ou d'un autre, dans tous les cas, il pense que l'on peut faire un choix actuel en fonction de quelque chose qui est futur. Ah, alors pourquoi dans le cas du vin ça ne marchait pas? Rappelez-vous le cas du vin. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon refusaient que la personne boive du vin et qu'elle détermine ses prélèvements à la fin de manière rétroactive en fonction de ce qu'elle a bu. Pourquoi ça ne marchait pas? Regarde bien là-bas dans l'enseignement Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord? Non pas parce qu'ils pensent que halachiquement ça ne fonctionne pas de faire un prélèvement actuel avec ce que je déciderai plus tard. C'est pas ça. Amourlo les Rabbi Meir, ils ont répondu à Rabbi Meir. Et à ta modé Shemaï Bakarnon, mais dis-moi, tu n'as pas peur que le vase se casse, la bouteille se casse. Imagine, tu lui dis de boire du vin, en partant du principe que plus tard, il va prélever. Et imagine, il boit et à un moment donné, la bouteille se casse. Il n'aura pas la possibilité de prélever. Et donc, même rétroactivement, on ne pourra pas dire qu'il a mangé cachère, il aura bu du vin qui n'était pas prélevé, qui était assourd. Et ça, c'est choté de falim, les mafria, et a posteriori, il aura consommé du tevel qui est assourd. Amalaem, et Sheibaka, Rabbi Meir a dit: écoutez, que la bouteille se casse. En gros, je n'ai pas à craindre qu'une bouteille se casse, alors qu'il n'y a pas de raison de le craindre. Donc on voit que la discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est pas est-ce que techniquement, halachiquement, le fait de faire un prélèvement ou une décision actuellement liée à une action future qui est dépendante de moi ou d'un autre, est-ce que ça marche? Tout le monde est d'accord que ça marche. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, tout le monde est là d'accord que halachiquement, le mécanisme fonctionne. La seule question, c'est est-ce que dans les cas de bouteilles et de tonneaux, est-ce que j'ai lieu de craindre que le tonneau ne termine pas ou la bouteille ne reste pas là jusqu'à la fin de l'action et donc que je ne puisse pas le faire ou pas? Donc c'est une crainte c'est une marloquette en fait sur est-ce que l'on craint des accidents de ce type. Mais en fait dans l'absolu, tout le monde est d'accord que je peux aujourd'hui considérer que j'ai prélevé une partie qui ne sera réellement déterminée qu'en fonction de l'avenir. Nouvelle Mishnah. Matnitin, à côté de Tofsegitin, Sayer Shaniach, Mekom Aish ou Mekom Aisha, Mekom Azman, celui qui écrit Tofsegitin. On a dit que dans le get, il y a deux parties. Le Toref, c'est l'essentiel, donc c'est justement ce qu'on est en train de dire ici. Et le Tofes. Le Tofes, c'est la partie qui est commune à tous les Gitin et qui n'est pas forcément très très importante. Si on doit écrire l'Ishma, le plus important c'est le Toref. Le Toref, c'est ce qu'on est en train de dire justement ici. Quand on écrit des Gitin à l'avance, lorsque un
Un sofer écrit à l'avance. Ici, on tolère qu'on écrive une partie du get à l'avance. Il faut qu'il laisse par contre la partie principale. Blanche, c'est quoi? C'est le nom de l'homme, le nom de la femme, et l'endroit, la ville de l'homme et la ville de la femme, et le zman et la date. Donc la date, la ville des deux protagonistes, et le nom des deux protagonistes, l'homme et la femme. La Mishnah enchaîne avec les autres types de documents. Shtarim, il va, pareil pour les documents de prêt, on peut écrire à l'avance une partie, mais on doit laisser. Shtarim, il va, il faut laisser ça shaniach, mais comme il va à malvé, mais comme à lové, le nom du prêteur, de l'emprunteur, mais comme à marot, la somme, l'endroit où on met la somme d'argent, mais comme à zman et la date. Pareil, shtarim ekar, pareil pour un document de vente, d'achat. Ça shaniach, mais comme à lokar, mais comme à mocher, il faut laisser l'endroit pour mettre le nom du vendeur, de l'acheteur. Mais comme à Marot, l'endroit avec la somme d'argent, mais comme à Sadé, l'endroit où on décrit le bien qui est vendu, ou mais comme à Zman et la date. Et on nous dit à un moment donné, mi pene à takana. Ce qu'on vient de dire, c'est à cause d'une takana. C'est institué pour réparer, pour éviter quelque chose. Et là, la Gemara se demandera de quoi on parle. Est-ce que c'est le fait d'écrire une partie du get, qui est mi pene à takana, ou est-ce que c'est le fait de laisser une partie? Là, on a dit quelque chose, on a dit que finalement, que ce soit un get pour une femme, ou un document de prêt ou un document de vente, quoi qu'il arrive, on a le droit d'écrire une partie à l'avance, mais on n'a pas le droit d'écrire une autre partie à l'avance. Il y a une partie du document qu'on peut écrire à l'avance, et pas l'autre. Et là-dessus, on dit mipna à takana. Qu'est-ce qui est pour la takana? L'autorisation d'écrire une partie ou le fait d'interdire d'écrire l'autre? En tout cas, Rabbi Yehuda Posel, Bechoulan. Rabbi Yehuda nous dit non, rien n'est vrai. Lui n'est pas d'accord. Il dit que tous ces documents qu'on a cités, on ne doit rien écrire à l'avance. Et Rabbi Lazar nous dit, marché Bechoulan, chutz migitenashim. Et Rabbi Elazar pense que dans tous les documents, c'est bon, sauf gitenashim, soit les guettes des femmes. Je sais pas comment c'est marqué, avec Katavla, l'ishma, il faut écrire le guet, l'ishma. Donc ici, on a maintenant une marloquette, 3 avis dans la Mishnah. 2 avis tranchés qui pensent que quels que soient les documents pour les femmes ou les autres documents financiers, on peut toujours écrire une partie à l'avance. Et il y a toujours une partie qu'on doit laisser écrire sur le moment même de l'action. On a Rabbi Yehuda qui, à l'opposé, pense qu'aucun des documents ne peut supporter que l'on écrive une partie du get à l'avance, du document à l'avance. Tout est écrit sur le moment. Et Rabbi Yehuda fait une distinction. Il nous dit que non, il y a une différence. Tous les documents, c'est pas grave. Rabbi Elazar Mechila. Et le cas du get de la femme, évidemment, c'est marqué l'ishma, donc c'est spécial. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel nous dit la Gemara au nom de Shmuel. Tsarech shaniach af mekom ariat muteret et kol adam. Il rajoute, attention, la Mishnah n'a pas tout dit. Elle a dit qu'il fallait laisser le nom de l'homme, la femme, la date et tout. Mais il faut quand même laisser aussi l'essentiel du texte, c'est quoi? Ariat muteret et kol adam, qui est autorisé à tout homme. Vers Rabbi Elazar, et la Mishnah est selon Rabbi Elazar, des Amar et des Messias Akarté, qui pensent que, et des Messias Akarté, encore une fois, c'est la grande marloquette, Rabbi Elazar, Rabbi Meir, qu'on verra beaucoup encore une fois dans ce DAF, c'est est-ce que le get a essentiellement sa force dans le moment de la remise ou dans le moment où il y a la signature. Et du coup, en fonction de cela, lorsque la Torah nous a dit qu'il faut écrire le get lishma, selon Rabbi Meir, qui pense que l'essentiel du get est dans la signature, Vekatav, il écrira le get pour elle, c'est pas l'écriture, c'est la signature. L'écriture, c'est pas grave dans l'absolu, on aurait pu tout écrire à l'avance. Mais c'est la signature qui doit être à l'intention de cette femme-là et de ce get. Mais selon Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar pense que le get n'accorde pas d'importance spécialement à la signature, lorsque la Torah elle a dit qu'il faut écrire l'ishma, ben c'est l'écriture du texte lui-même qui doit être écrit à l'intention de cette femme. Je dis ici, Shmuel, que cette Mishnah va comme Rabbi Elazar, que c'est Edé Messiah Akarté, et que c'est l'écriture qui doit être l'ishma. Ou bien qui va l'ishma, et on doit écrire l'écriture, l'ishma. Donc on doit écrire l'écriture l'ishma, c'est pour ça qu'on nous dit que même si on peut écrire une partie qui n'est pas importante, la partie importante, le nom de la femme, le nom de l'homme, leur ville, la date et tu es divorcé, l'essentiel doit être écrit sur le coup, parce qu'il faut que ce soit écrit l'ishma. Maintenant la Gemara nous explique pourquoi Shmuel, ça fait 2-3 Mishnayot, que Shmuel à chaque fois dit, tu sais, la Mishnah c'est Rabbi Elazar, la Mishnah c'est Rabbi Elazar. En sachant que même si nous dans la Gemara on a découpé ça en plusieurs Mishnayot, il faut savoir que très souvent, le Talmud, pour bien étudier la Mishnah, découpe une Mishnah en plusieurs morceaux. Donc nous on a l'impression d'avoir plusieurs Mishnayot. Mais dans les Mishnayot, c'est une seule Mishnah. Donc en fait, le fait de dire ici que c'est Rabbi Elazar, le fait d'avoir dit il y a 2-3 dapim que c'était Rabbi Elazar, il y a 4-5 dapim que c'était Rabbi Elazar, quand on regarde la Mishnah, dans le livre des Mishnayot, en absolu, c'est un peu évident que c'est un peu la même chose. Au Tzricha, la Gemara nous dit non. Il fallait dire tout cela pourquoi? Il
si je ne t'avais enseigné que le premier cas, et je t'avais dit là-bas que c'était Shmuel, j'aurais dit là-bas, Be'a'i, Adeka Lukma ki Rabbi Elazar de Katane, En Kotvin, Ve Katane, Kodvo. Là-bas, j'aurais dit que là-bas c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'écrire un get sur quelque chose qui est attaché. Et après on dit si ça a été écrit, c'est pas soul. Et là-bas, on a la preuve que c'est Rabbi Elazar. J'aurais dit c'est peut-être là-bas, parce que là-bas c'est marqué que non seulement les khatri là, mais même Bediavad, même après coup, le get n'est pas caché. Aval Sefa, mais la suite de la Mishnah, qui pour nous était une Mishnah différente dans la Gemara. Les Katane Shen Kiyumaga était là Bechotamav. Après à un moment donné, on avait donné une halakha, on avait dit, tu sais pourquoi tout le monde peut écrire? Parce que dans l'absolu, le get prend sa force dans les Chotamav, dans ceux qui le signent. Là, on a l'impression que c'était Rabbi Meir. Donc, Emma Rabbi Meir, j'aurais pu penser que c'est Rabbi Meir. D'Amar des Khatima Kartek, c'est la Khatima, c'est la signature qui compte. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a dit une seconde fois que la Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Yashma Inal Be'ayi, Hainami Kaloukma ki Rabbi Elazar, Avalha, Ema Mide Sefa Rabbi Elazar, Hareshala Rabbi Elazar, Tzricha. Et notre Mishnah, nous, c'est remarqué qu'il y avait 3 avis dans notre Mishnah. Premier avis anonyme. Deuxième avis, Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda. Troisième avis, Rabbi Elazar. Normalement, quand le deuxième avis, c'est Rabbi Yehuda, le troisième, c'est Rabbi Elazar, c'est que le premier, c'est ni l'un ni l'autre. Après, il n'y aurait pas l'élimination, c'est très bien que si l'avis numéro 2 et 3, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda, c'est que le premier, c'est pas Rabbi Elazar. Donc tu aurais pu penser que le premier, c'est pas Rabbi Elazar, c'est pour ça que je me dis non, non. Tu sais quoi? Le premier avis, c'est aussi la chita habituelle de Rabbi Elazar. Et on verra, c'est la suite de la Gemara, qu'en fait, il y a 2 lectures de Rabbi Elazar. Mais en tout cas, 2 lectures par rapport à cette halakha. Mais de manière générale, est-ce qu'encore une fois, il faut quand même distinguer l'avis de Rabbi Elazar sur toute la halakha de la Torah et l'avis de Rabbi Elazar sur Gittin. On peut très bien ne pas être d'accord avec Rabbi Elazar sur un point, comme sur cette Mishnah. On peut ne pas être d'accord avec Rabbi Elazar sur cette Mishnah, mais penser dans la fameuse question, qu'est-ce qui donne de l'importance à un get? Sa signature ou la remise du get? Les signataires qui ont signé ou les témoins qui ont assisté à la remise, on peut très bien penser comme Rabbi Elazar, mais ne pas être d'accord sur un autre point. Donc ici, Shmuel a eu besoin, dans la première Mishnah, de nous dire que là-bas c'est comme Shmuel. Dans la deuxième, où on parlait de signature, on aurait pu penser que c'était Rabbi Meir, il a répété encore une fois, non, malgré tout, c'est Rabbi Elazar. Et chez nous, comme Rabbi Elazar est cité en avis numéro 3, tu aurais pu penser que l'avis numéro 1 est forcément pas d'accord avec lui. Eh bien non. L'avis numéro 1, par rapport à cette question-là, encore une fois, est-ce que c'est la signature ou l'écriture? Eh bien, il pense comme Rabbi Elazar. Maintenant, on reprend la partie de la Mishnah qui avait dit Mipena Takana. On a dit que le premier avis nous dit que tous les documents, que ce soit pour les femmes ou pour les documents financiers, tous les documents peuvent être écrits en partie à l'avance, mais il y a une partie que l'on doit laisser à écrire sur le moment. Et tout cela, on a dit que Mipena Takana. Pour la Takana, pour réparer, pour éviter des problèmes. La Gemara dit Maï Takana. C'est quoi la réparation que tu as? C'est quoi la solution que tu as avec cela? Amar Rabbi Yonatan nous dit Mipene Takana Tsofer. C'est pour aider, dépanner les sofrim, ceux qui écrivent. Pourquoi? Parce que techniquement, on aurait aimé qu'ils n'écrivent rien à l'avance. Rien de rien. Simplement, c'est compliqué pour eux de gérer parfois un afflux de documents et ils n'ont pas la possibilité de tout écrire. Donc, les sofrim ont besoin de pouvoir préparer à l'avance certaines choses et donc on a toléré quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Il nous dit, c'est la Gemara, vers Rabbi Elazar. Et la Mishnah serait selon Rabbi Elazar. De Amar, Aïdé Messia Akarte. Donc on pense comme Shmuel ici encore une fois, Rabbi Elazar dit que c'est l'essentiel du get, c'est au moment de la remise. Et donc, lorsqu'on dit qu'il faut écrire un get à l'intention de la femme, c'est l'écriture et non pas la signature. Et donc, l'écriture, c'est ça la plus importante. Et donc normalement, Minatora, on n'a pas le droit d'écrire le nom de la femme et ainsi de suite à l'avance. Et donc, Midera Banan, on aurait dû interdire même le reste. Vous savez qu'en général, lorsqu'on a quelque chose qui est interdit par la Torah, ce qui en est proche est interdit Midera Banan. Ce qui, dès le départ, n'est interdit que par les sages, on n'a pas de raison d'interdire ce qui est à côté de cet interdit. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir. Est-ce que le nom de l'homme et de la femme, tout le monde est d'accord que le nom de l'homme et de la femme, on ne doit pas l'écrire à l'avance. Tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est est-ce que le fait d'écrire le nom de l'homme et de la femme, c'est interdit par la Torah ou pas? Si c'est interdit par la Torah, comme pense Rabbi Elazar, ça veut dire que même le reste du get, Midera Banan, on aurait dû l'interdire. Si on est comme Rabbi Meir, que même le nom de l'homme et de la femme, dans l'absolu, c'est pas grave que ce soit pas l'ishma, parce que c'est la signature qui est importante. On est déjà dans un interdit des Rabbanan, on va pas en plus interdire les autres parties du get. Donc la Gemara pense ici que on pense comme Rabbi Elazar et que le nom de l'homme et de la femme étant obligatoirement écrit à l'intention de la femme sur le moment Minatora,
Normalement, on aurait dû Derabanan obliger à ce que tout le get soit écrit sur le coup pour éviter que finalement on se trompe. Et finalement, pourquoi on l'a pas fait? Mishum takanat sofrim, shaou rabanan. Encore une fois, pour aider les sofrim, pour leur permettre finalement de travailler, on leur a autorisé à écrire. Ah, maintenant, pourquoi après il y a deux avis? Rabbi Yehuda il dit, je suis pas d'accord. Et Rabbi Lazar il fait une distinction entre les uns et les autres. Rabbi Yehuda possède Bechoulan, Gazar Tofes à tout Toref. Rabbi Yehuda dit, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai envie de dépanner les sofrim. Mais il n'empêche que j'ai peur, quand les habituant à écrire une partie du document, ils en finissent même finalement à dire, bon voilà, il y a tellement de Yaakov, et tellement de Sarah, tellement d'Abraham, et tellement de Rachel, que du coup on va faire des documents préécrits, et du coup ils vont finalement aller même plus loin et écrire les noms, éventuellement, et à ce moment-là, ça poserait problème Minatora. Ça c'est Rabbi Yehuda, et maintenant on nous dit la Gemara, Rabbi Elazar marché, Vechoulan, pourquoi il est d'accord Rabbi Elazar qu'on peut tout faire sauf les guettes, mais qu'il y a Nashim Tofes à tout Toref, Gazar Shtarot, à tout Gitin, lo Gazar. Parce qu'en fait, Rabbi Yehuda, quand on y pense, c'est une double xéra. Pourquoi? Parce que non seulement dans Get de la femme, il a peur que, à force d'écrire la partie accessoire, on finisse par écrire la partie essentielle, mais après, même dans les autres documents, dans un document de prêt, il a même peur qu'à force d'écrire à l'avance une partie d'un document de prêt, j'en finisse par écrire à l'avance un document d'une femme, et après j'en finisse même à écrire le nom de la femme. Donc c'est une double xéra. C'est ce que dit ici maintenant Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar n'est pas d'accord? Il y a attends. Le fait que dans un get, on me dit que voilà, j'ai peur qu'en écrivant une partie, je finisse par écrire l'autre partie. Je veux bien. Mais après, qu'on ait peur que l'on passe d'une erreur que je fais dans un document de prêt, que je fasse l'erreur après dans un document de get, a priori, il n'y a pas tellement de raison. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué pour l'instant la marloquette Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda et Tanakama. Et comment comprendre la différence entre Tanakama qu'on dit que Rabbi Elazar et le troisième cas de Rabbi Elazar? Alors c'est ce qu'on va dire, c'est une marloquette de Rabbi Elazar. C'est-à-dire que Rabbi Elazar pense qu'on doit écrire le get, le nom de l'homme et la femme, l'ishma. Maintenant, est-ce que on a autorisé à écrire l'autre partie du get pour aider les sofrim, ou est-ce qu'on a eu peur quand ça entraîne autre chose? C'est une marloquette Tanaïm sur Rabbi Elazar. C'est-à-dire que le Rabbi Elazar fait partie des premiers Tanaïm. On a déjà vu qu'il y avait même une fois un Rabbi Elazar Tana qui avait interprété Rabbi Elazar le premier. Donc c'est Rabbi Elazar fait partie des premiers Tanaïm. Et donc on peut avoir à la fin, au moment de l'écriture de la Mishnah, on peut avoir au moment où Rabbi écrit la Mishnah, on peut avoir une discussion sur où Rabbi Elazar a pensé. Rabbi Elazar c'est sûr qu'il pense que c'est la Messira, c'est la remise du guet qui est importante. C'est certain qui pense que le nom de l'homme et de la femme doit être écrit l'ishma à l'intention de cette femme-là. La question c'est est-ce que le reste du get, on interdit comme on aurait dû le faire, ou est-ce qu'on autorise pour aider les sofrim? C'est ça le marque. Mais donc Tanakama, c'est pas Rabbi Elazar, mais il tient la chita de Rabbi Elazar, ça? Non, non, mieux que ça, c'est un autre Tana qui explique Rabbi Elazar. Ce qu'on va dire tout de suite dans la Gemara. La Gemara maintenant nous dit, Shinema avec Katav, là c'est marqué à la fin de la Mishnah. Pourquoi Rabbi Elazar donc il interdit? Chez Ne'ema, car il est marqué Vekatavla. Car il est marqué Vekatavla, il faut écrire l'Ishma. Il m'a dit, Vekaktivla, à Toref ou d'Echtiv? Attends, mais c'est un problème. Comment tu peux m'apporter, on vient de dire à l'instant, que réellement, lorsque la Torah elle a dit il faut écrire l'Ishma, selon Rabbi Meir, c'est les signatures. Et même selon Rabbi Lazar, qui pense que c'est l'écriture du Toref. C'est quoi le Toref, on a dit? Le nom de l'homme, de la femme, c'est Ariat Mouteret, tu es divorcé. Mais la partie là dont on parle, le Tofes, quoi qu'il arrive, on a vu la discussion entre les trois avis. C'est quoi la discussion? Est-ce qu'on interdit Midarabanan ou est-ce qu'on n'interdit pas Midarabanan pour faire plaisir aux Sofrim, à ceux qui écrivent? Mais quoi qu'il arrive, c'est pas Minatora. Donc comment peux-tu dire, comment la Mishnah peut dire sur une halacha qui n'est que des Rabanan, un il dit qu'on fait plaisir aux Sofrim, l'autre il dit non, j'ai trop peur que ça entraîne des erreurs. Et pourquoi? Parce que c'est marqué l'Ishma. Mais c'est faux, la Torah ne parle pas de ça, la Torah parle du reste du get. Et là, Emma, Mishum Shenema, il faut rajouter un mot, Mishum, parce que. C'est-à-dire, quand on donne une halacha et qu'on dit Shenemar, car il est marqué, quand on dit il est marqué Shenemar, ça veut dire que la halacha est marquée dans la Torah, ça c'est faux. Mais pourquoi cette halacha-là, on l'interdit? Parce qu'à la base, c'est le Mishum qui fait, parce qu'à la base, il y a un interdit de la Torah qui y ressemble, eh bien, ça justifie la halacha des Rabanan. Donc, Mishum, il faut rajouter Shenema, les Katavla, l'Ishma. Maintenant, la Gemara s'étonne que chez Rabbi Lazar, il y a une contradiction entre Rabbi Lazar et Rabbi Lazar. Le premier Tana de la Mishnah, tu m'as dit, c'est Rabbi Lazar. Et le dernier, c'est Rabbi Lazar. Et la Gemara répond ce qu'on a dit à l'instant, très Tana Liba de Rabbi Lazar. On peut avoir une marque Tanaïm sur les premiers Tanaïm, puisque l'époque des Tanaïm a duré plusieurs siècles. On peut avoir sur les premiers avis des Tanaïm,
on peut avoir plusieurs avis. C'est ce qui se passe ici. Le premier avis et le troisième parlent au nom de Rabbi Lazar. Est-ce que Rabbi Lazar autorise à ce qu'on écrive pour tous les documents, même le guet de la femme, qu'on écrive la partie accessoire? Deuxième avis de Rabbi Lazar, qui pense que non, on a autorisé sur tout, mais pas sur guet. Et au milieu, on a l'avis de Rabbi Yehuda qui interdit tout. Maintenant, autre vision que l'on a de la Mishnah. Rabbi Shabtai Amar, au nom de Cheskia Amar Cheskia, Mishum Ktata. Pourquoi on n'a pas autorisé, enfin on verra justement, sur Mipna Takana, on a dit que c'est à cause de la Takana, c'est Mishum Ktata, à cause des disputes. Ve Rabbi Meir, et la Mishnah elle serait selon Rabbi Meir. Donc on relit maintenant la Mishnah complètement différemment. L'essentiel du get se fait par la khatima, par la signature. Et donc, parce que lorsque la Torah elle a dit Vekatavla, il faut écrire le get à l'intention de la femme, c'est non pas l'écriture, mais la signature. Et si on demande d'écrire l'ishma, ce serait que midarabanan, tout. Même le nom de l'homme et de la femme n'est pas important selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, des Amar et des Khatima Kate qui pensent que c'est les témoins signataires qui font le get. Et dans l'absolu, j'aurais dû tout autoriser. Lorsque dans la Mishnah on m'a dit, tu sais, dans les documents tu peux écrire que la partie accessoire, tu peux pas écrire la partie essentielle, dans l'absolu Rabbi Meir il aurait dû tout autoriser, parce qu'encore une fois, lui ce que la Torah interdit c'est les signatures. On aurait dû même écrire la partie essentielle à l'avance. Si on a peur que ça fasse des disputes, pourquoi? On a peur qu'un sofer s'entraîne. Et sofer, il sait très bien qu'il y a des gens qui s'appellent Yaakov, des gens qui s'appellent Rachel. Et on a peur que le sofer, il écrive Yaakov divorce Rachel et il met le get à l'avance. Selon Rabbi Meir, ça ne pose aucun problème. Parce que selon Rabbi Meir, c'est les signatures qui doivent être l'ishma. Donc il garde les get écrits à l'avance, Yaakov Rachel, Yaakov Léa, Yaakov Sarah, il écrit tout à l'avance. Et on a peur que la femme, elle passe chez le sofer, ou qu'elle entende que le sofer est en train d'écrire un get. Et elle a dit, mais tiens, c'est le nom de mon mari, c'est mon prénom à moi, c'est le nom de la ville, forcément où on est. Et elle dit, mais attends, mon mari veut peut-être me divorcer, elle rentre à la maison, et ça fait des disputes. On ne veut pas, l'idée en gros, c'est qu'on ne voulait pas laisser traîner dans la ville ou chez les sofrim des guitines avec des noms existants. Peut-être que si la Gemara a peur aussi que quand quelqu'un voit un couple qui ne va pas si bien, eh bien, il commence déjà à écrire le get, et du coup ça peut faire des histoires. Donc voilà, elle va faire une dispute avec son mari, donc c'est pour ça que Rabbi Meir interdit. Troisième lecture de la Mishnah. Raprisda Amar Avimi Mishum Takanat Agunot. Non, c'est une autre takana. Pourquoi on a dit que cette Mishnah-là, d'écrire une partie à l'avance et de ne pas écrire une autre partie? Eh bien, c'est Mishum Takana. C'est quoi la takana? Takana des Agunot, des femmes divorcées. Et là-dessus, on a aussi deux lectures. C'est quoi Takanat Agunot? Amrela Rabbi Meir et Amrela Rabbi Lazar. Et on peut lire cette version-là soit selon Rabbi Meir, soit selon Rabbi Lazar. Amrela, il y en a qui disent que c'est Rabbi Meir, des Amar et des Khatima Kate qui pensent que c'est la signature le plus important. Ou Benouda Philo Toref Namirto avec nom dans l'absolu. J'aurais pu écrire tout le get à l'avance. Tant que je ne signe pas à l'avance, j'aurais pu tout écrire. Et quoi? Encore une fois, il faut retenir qu'en fonction que la Mishnah soit Rabbi Meir ou Rabbi Lazar, eh bien, on a un chidouche. Si c'est Rabbi Elazar, on aurait dû rien écrire à l'avance. Parce que comme le nom de la femme doit être écrit Minatora sur le coup, on devrait interdire le reste, Miderabanan. Si c'est Rabbi Meir pense que tout est dans la signature, on aurait dû tout autoriser. Donc quoi qu'il arrive, en fonction de Rabbi Lazar et de Rabbi Meir, il y a un chidouche. Dans la Mishnah, on autorise d'écrire une partie, on interdit d'écrire une autre. Selon Rabbi Meir, le chidouche, c'est qu'on interdit une partie. Selon Rabbi Lazar, le chidouche, c'est qu'on autorise une partie. Et donc du coup, lorsque la Mishnah dit Mipena Takana, à cause de la Takana, le à cause vient répondre à une question. Comment se fait-il que? Alors, selon Rabbi Lazar, comment se fait-il qu'on autorise d'écrire un peu à l'avance? Alors, sur ce comment se fait-il, la Mishnah a répondu Mipena Takana. Selon Rabbi Meir, ou le chidouche, c'est qu'on interdit une partie. Attends, mais pourquoi on interdit? Selon toi, tant qu'il y a la signature, c'est bon? Pourquoi on interdit? Mipena Takana, comme on a dit à la fin, pas vraiment pour une dispute. Donc là, c'est Rabbi Meir, il faut comprendre pourquoi on écrit une partie on pourrait pas écrire une partie à l'avance. Le nom de l'homme et de la femme. De peur qu'il y ait une dispute entre un homme et une femme. Et que du coup le get soit déjà écrit à l'avance et qu'il le lui jette. Ou me'agen ou motive là. Et il va être me'agen autant. Parce qu'attention, en général, aguna, dans le lachon des chachamim, c'est une femme dont le mari s'est séparé, mais qui ne lui a pas donné le get, il ne lui permet pas de se remarier. Là, ici, c'est autre chose. Le agun, c'est que ça va créer des divorces trop faciles. Si le mari peut écrire, selon Rabbi Meir encore une fois, tant que c'est pas signé, il peut avoir un get qui est écrit à l'avance. Il garde un get à la maison avec marqué son nom, le nom de sa femme.
S'il a le guet qui est disponible chez lui, on a peur que dès qu'il y a une dispute, il trouve les deux voisins, deux témoins, il les fasse signer, il lui jette le guet et la femme se retrouve à être trop divorcée. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, ça ne fonctionnerait pas. Amrela, il y en a qui disent que non, l'histoire d'Argounot, c'est autre chose. C'est selon Rabbi Lazar. Misha serait Rabbi Lazar. Et encore une fois, Dama et Demisakat qui pensent que l'essentiel du guet, c'est la remise. Et donc la Torah, lorsqu'elle demande qu'on écrive l'Ishma, c'est Minatora. Donc Minatora, le nom de la femme doit être écrit l'Ishma. Et donc le reste aurait dû être interdit. Midera Banan. Ah, comment se fait-il qu'on autorise une partie? On aurait dû rien écrire normalement à l'avance. Les imni, débat, les misas, les là c'est l'inverse. On veut faciliter les guitines. Pourquoi? De peur que quelqu'un parte comme ça et un départ forcé et de dernière minute à l'étranger. Et il n'a pas le temps d'aller chez le sofer. Pour écrire à l'époque, lorsque les gens partaient loin, ils écrivaient un guet à leur femme au cas où ils ne revenaient pas. Parce que souvent on ne retrouve pas le corps, et pas le corps en état d'être identifié. Et donc il fallait écrire un guet. On n'a pas que quelqu'un parte de manière précipitée à l'étranger et que s'il doit écrire tout le guet à l'avance, et le sofer lui dit que je suis désolé, moi j'ai beaucoup de boulot en ce moment, il me faut 3 jours. 3 jours le départ est avant. Il va partir, il va laisser sa femme sans guet et éventuellement ne reviendra pas. Et il sera une femme aguna. Et là, il ne trouvera pas un sofer disponible. Mais Shavik l'avait asile ou Mehagen ou Metivla. Et du coup, il va la laisser aguna. C'est pour ça que selon Rabbi Lazar et selon cette troisième version de Rav Friza, on aurait permis aux sofrim, non pas pour se faciliter la tâche à eux, mais pour faciliter la tâche à des gens qui auraient un départ précipité et qui auraient besoin de laisser une solution à leur femme en cas de non-retour. Donc on avait trois avis finalement, qui reviennent finalement à 4, parce qu'on a 2 versions de Rav Friza. Pourquoi on dit dans la Mishnah Mipnei Takana, on a 2 lectures selon Rabbi Meir, 2 lectures selon Rabbi Lazar. Donc les 2 lectures selon Rabbi Lazar, encore une fois, pourquoi selon Rabbi Lazar on a toléré qu'on écrive une partie alors que normalement on aurait dû interdire des Rabanan, puisque essentiellement il y a une partie de l'écriture qui doit être Ishma, le reste aurait dû être interdit Midera Rabanan. On a dit 2 avis, soit pour arranger les sofrim, soit pour arranger les maris qui veulent partir de manière précipitée. Maintenant, selon Rabbi Meir, si on dit que la Mishnah c'est Rabbi Meir, et que essentiellement, la seule chose qui doit être écrite l'Ishma, c'est les signatures. Et donc normalement, on aurait dû poser aucun problème par rapport à l'écriture. Aucun problème. Ah, quelle est la raison pour laquelle on demande à ce que certaines choses comme le nom de l'homme et de la femme soient écrites sur le coup? C'est ça le credo de Rabbi Meir. Pourquoi on a dit? Soit Mishum Ktata, de peur qu'une femme entende que son nom est écrit, le nom de son mari, et qu'elle pense que son mari va la divorcer, que ça fasse des histoires, ou de peur que les guitines soient trop facilement disponibles et qu'un homme ait toujours un guet dans sa femme préécrit et qu'à la première dispute, il se retrouve à donner un guet à sa femme. On reprend maintenant la Mishnah qui avait dit, mais comme à Zman, on laisse aussi l'endroit du Zman, donc l'endroit de la date. Et là maintenant, la Gemara va s'étonner. Elle dit, mais comme à Zman, c'est marqué dans la Mishnah qu'à Pasik Vetane, on a tranché et on a enseigné Loshna Minanisuim, Loshna Minariusin. On ne fait pas la différence ici entre une femme qui est Aroussa ou Nessoua, en sachant que dans les Kiddushin, on rappelle qu'il y a 2 étapes. Le fait de donner la bague, l'argent, Kesef, Shtarobia, c'est la première étape qu'on appelle les Kiddushin. La femme, elle est Mekudeshet. Mais elle n'est mariée qu'à 95%. Il reste encore certains domaines où la femme n'est pas considérée comme étant mariée à 100%, où elle n'est pas dans le domaine du mari. Et entre autres, tout ce qui est financier. Si elle meurt, il ne peut pas hériter d'elle. Et il ne peut pas non plus profiter de l'usufruit de ses biens. Et elle ne lui verse pas l'argent qu'elle gagne. Ça, c'est quand elle est Aroussa Panessoua. Alors, ici dans la Mishnah, c'est marqué que quoi qu'il arrive, il faut écrire le Zman, la date, il faut l'écrire le jour même. Elle m'a dit, attends, je m'étonne. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle est mariée à 100%, je comprends. Mais lorsque la femme n'est pas mariée à 100%, il y a un problème, vous allez voir pourquoi. Et on va se rappeler quelques souvenirs du début de la Masechet. Bish lama minani su'in, ben emadama mishum arbat achoto. Je comprends si on dit que la femme est mariée à 100%. Rappelez-vous pourquoi on écrit la date dans un guet. On écrit la date. Soit de peur que la femme ait fait un adultère et que le mari lui écrive un guet rétroactif pour faire croire qu'elle n'était pas mariée. Soit de peur que le mari lui donne un guet et qu'il, s'il n'y a pas de date, il fait croire que le guet a été donné plus tard et qu'entre-temps, il consomme l'usufruit des biens de sa femme. Donc il a donné le guet, il continue de profiter de l'usufruit des biens de sa femme, et au bout de quelques mois, il dit non, mais je te l'ai donné qu'aujourd'hui. Et il profite. Alors Agmara dit voilà, si on est dans le cas d'une femme où la femme est complètement mariée, je comprends que ce soit un problème d'adultère ou pas, j'ai besoin de la date. Mishum Pereika. Et Lamina et Roussine, si tu dis que la femme n'est que Aroussa
il n'y a que des kiddushin, mais qu'elle n'est pas encore passée dans le domaine du mari. Là, j'ai un problème, pourquoi? Bish, la malema mishum batachoto. Au sujet de l'adultère, une femme est sujette à l'adultère, quoi qu'il arrive, à partir du moment où elle a fait des kiddushin. Et la lema d'amam mishum péré. Mais celui qui pense, rappelez-vous dans la Gemara là-bas, ceux qui pensent que la raison pour laquelle on écrit la date sur un guet, c'est pour savoir à quel moment le mari n'a plus droit à l'usufruit des biens. Le seul problème, c'est que l'usufruit ne commence à appartenir au mari qu'à partir du moment où il y a des nisouïn, la choupa. Mais là, si on parle d'une femme qui est aroussa, qui n'a pas fait la choupa, il n'a jamais eu droit au perrot, il n'a jamais eu droit à l'usufruit des biens de la femme. Et donc, on n'a pas du tout lieu de marquer la date. Elle allait madame Michou Perret, aroussa, mitla Perret, mais quoi, est-ce qu'il y a des fruits, est-ce qu'il y a l'usufruit à récupérer? Il n'a jamais touché. Amar Avramram, Hamita Hasham Eit Mine Deroula, Damar Mishum Takanat Vlad. Alors il dit, Avramram, un jour j'ai entendu la réponse. C'est Mishum Takanat Vlad, pour ne pas poser de problème avec le bébé. Mais j'ai pas compris, et je n'ai jamais compris cette expression. Kevan Desham Eita, les Had Etania, une fois j'ai entendu une braïta et j'ai compris. Alors mec qui te vous la Roussatin, Lirsher Nesena, Agarshena. Le type il fait des kiddushin à une femme. Et avant la choupa, il dit écrivez-moi un guet que je donnerai à cette femme une fois que j'aurai fait la choupa. Donc il écrit un guet avant la choupa et pour le donner après la choupa. Vama oula oula dit quoi? Matam, pourquoi ça marche pas? Xera shemayomru gita kodem livna. Pourquoi? Parce qu'en fait ce type-là écrit un guet à l'avance lorsqu'ils ne sont pas encore mariés à 100%, lorsqu'il n'y a pas eu la choupa, et il veut donner plus tard. Mais on a peur que du coup elle tombe enceinte après la choupa. La nuit noce elle tombe enceinte. Et comme le guet sera daté d'avant la choupa, les gens diront, ben voilà, ils ont eu un enfant, alors que ils n'étaient plus mariés, ils étaient déjà divorcés, alors que non, réellement, il a donné le guet après. Répond du coup la Gemara, Achanami, pareil chez nous. Xera Shemayomru, Gita Kodem Livna, pareil chez nous. Même si cette femme-là n'est pas passée sur la choupa, pourquoi on doit écrire la date? C'est de peur que finalement il change d'avis et qu'il la divorce que plus tard. Mais comme on a écrit la date sur le coup, avant la choupa, eh bien les gens croient plus tard que c'est un enfant qui est un enfant hors mariage. Alors qu'en fait non, le guet a été écrit effectivement avant la conception de l'enfant, mais finalement cette femme a été divorcée après. Amar Rabizera Amaraba, Rabbi Abar Bar Shila, Amar Avamnuna, ça va, Amar Avada Bar Ahava, Amarav. Donc on a une chachelette de Rabbanim au nom de Rav. Alacha ki Rabbi Lazar, Alacha est comme Rabbi Lazar. Mais carré Rav, allez de Rabbi Lazar, Tuvina de Chakime, et on a dit au sujet de Rabbi Lazar que c'est le plus heureux des Chachamim. Donc la Alacha est comme Rabbi Lazar, que dans tous les documents, on peut écrire une partie à l'avance, mais on doit laisser les noms, la somme d'argent et la date. Et dans Gitin, on n'a même pas le droit de faire cela. La Gemara dit c'est ton, Afilo bish arshtarot nami. Quoi, dans les autres documents aussi, on est d'accord avec lui, c'est-à-dire quoi? À la fois dans Gitin, on pense comme Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, encore une fois, c'est l'avis numéro 3 de la Mishnah. Le premier avis de la Mishnah, c'était un Tana qui interprétait Rabbi Lazar. Mais Rabbi Lazar Stam, c'est le troisième avis, qui pense encore une fois que l'on peut écrire une partie du document dans tous les autres documents, mais pas du tout dans Get. Elle m'a dit quoi? Même dans les autres documents, on pense comme lui? C'est-à-dire qu'on pense comme lui dans Get, qu'on ne peut rien écrire à l'avance. Mais on pense comme lui aussi dans les autres documents qu'on peut écrire une partie à l'avance. Et Amara Papi, puis je mets des Rava, et pourtant il y a une halakha de Rava. Ashrata de Dayane. Ashrata de Dayane, c'est lorsque il y a eu Kiyuma Ashtar. Rappelez-vous, on a un document, on veut être certain qu'il ne soit pas falsifié, on amène des témoins qui vérifient les signataires qu'il y a sur le document. Et ici, on a un cas où les Dayanim ont appelé les témoins à venir attester. Et avant que les témoins arrivent, ils ont écrit à l'avance. Monsieur Untel et Monsieur Untel ont attesté que ce document n'est pas falsifié. Ils ont écrit à l'avance, en attendant que les témoins arrivent, valident le guet, et juste après pour signer. Mais ils ont écrit déjà le texte. Les Mertava, Mikamel et Sadeh Sadeh, qui a été écrit un jour avant que les témoins viennent, à Khatimat Yadahu, et ils ont dit quoi? Psoula. C'est Psoula pourquoi? Et là, Ama Mirzek et Shikra, est-ce que ça ressemble à du mensonge? Achanami. Mirzek et Shikra. Alors explique-moi, comment on peut dire que la halakha est comme Rabbi Lazar, qu'elle a l'air de dire que dans tous les documents, on peut écrire, Monsieur, on enlève le nom, a prêté de l'argent à Monsieur, comment on peut écrire tout ça? Alors que finalement, on a vu qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas écrire à l'avance, que c'est Mirzek et Shikra, ça ressemble à du mensonge. Elle m'a dit Veleta, c'est pas un problème cette halakha qu'on a citée. Pourquoi? Parce que cette halakha qu'on a citée n'est pas retenue. Halakha les Maaseh, c'est une histoire qui s'est passée,
mais qui n'est pas importante au niveau de la halakha. Pourquoi? Midar Rav Nachman, parce que c'est Rav Nachman qui va trancher. La Rav Nachman, Rabbi Meir dit Avilo Mesao Be'ashpa. Quelqu'un qui trouve un guet dans une poubelle, qui a été écrit au nom de quelqu'un. Khatamo, il prend le guet qui a été écrit par monsieur Intel pour madame Intel, il fait signer. Les signes à l'ishma, c'est kasher. Philo Rabbanan, et même là-bas, quand Rabbi Meir a un avis qui n'est pas d'accord, c'est Rabbanan. L'obliga aled de Rabbi Meir et la Bekite Nashim. La discussion là-bas ne porte que sur les documents de femmes. Pourquoi? L'ishma, pas l'ishma, ce que je pense comme Rabbi Hazar, ce que je pense comme Rabbi Meir et des Khatima et des Messira. Des Benek Tiva l'ishma, qui pensent qu'il faut écrire l'ishma. Avalbish Arshtarot, mais on est d'accord dans les autres documents. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Shtar Shelavabo et Nochoser Velovebo, Shekvar Nimhal Sheabudo. On dit quoi au nom de Rabbi Yochanan? Qu'un guet, un document de prêt. Je t'ai prêté tant d'argent, et du coup, à ce moment-là, le prêt a été fait, et après le prêt est remboursé. Est-ce qu'on peut, si un jour on refait un prêt de la même somme, est-ce qu'on peut réutiliser le même document? Rabbi Yochanan nous dit non. Pourquoi? Shekvar Nimhal Sheabudo. Parce qu'à partir du moment où il a été utilisé et qu'il y a eu un engagement et qu'il a été finalement réglé, on ne réutilise pas une seconde fois. Et la Gemara déduit. Tu vois que c'est le problème ici, c'est que ça a été utilisé une seconde fois. Tu vois bien que sinon, le même document qui finalement a été écrit, pas pour quelqu'un d'autre, mais qui n'a jamais été utilisé et qui est utilisé maintenant, on n'a pas un problème d'écrire à l'avance. Donc la Gemara tranche ici que finalement, eh bien, on ne craint pas cette idée-là de dire que le fait d'écrire quelque chose à l'avance, même si on laisse une partie, c'est Mirzek et Shikra, ça ressemble à du mensonge qu'un Dayan écrive. Et bien finalement, ce qui a été dit, la Mirzek et Shikra, c'est pas une halakha. Donc on continue de penser encore une fois que l'halakha est comme Rabbi Lazar, numéro 3, l'avis numéro 3 dans la Mishnah, c'est-à-dire que dans tous les documents, on peut écrire une partie à l'avance, tant qu'on laisse le nom, les sommes et la date à écrire sur le jour même. Et dans le guet d'une femme, quand il arrive, on ne peut pas écrire rien du tout à l'avance. Et on va, si tu veux, enregistrer dans quelques instants le DAF Kav Zayin de Shabbat.